Camarades vice-présidents exécutifs, camarades secrétaires généraux adjoints, chers amis, secrétaires nationaux techniques, chers amis des médias, toutes les personnes qui nous suivent depuis leurs différentes localisations, nous voudrons vous dire merci. Merci pour votre disponibilité. Merci de répondre toujours à nos invitations. Tout à l'heure, le modérateur Edouard l'a dit, les circonstances nous imposent à la fois notre coup de dresse et la solennité avec laquelle nous allons prononcer cette conférence. D'habitude, nous prenons le soin de commenter les propos liminaires. Nous les commentons. Mais aujourd'hui, nous allons les lire intégralement. Parce que les circonstances nous l'imposent. Il faut que tous ceux qui nous regardent comprennent le sérieux que nous accordons à ce moment et la gravité de la situation. De la Côte d'Ivoire qui ne cesse de se détériorer tous les jours en ce qui concerne les droits de l'homme. Pas plus tard qu'hier nuit, un pauvre petit cyberactiviste inconnu s'est fait arrêter et a été arrêté. Et les arguments qui sont en notre possession, puisqu'il n'y a pas eu de convocation du mois, on ne sait même pas pourquoi il a été arrêté. Mais les éléments qu'on a mis en notre constitution, c'est-à-dire une vidéo dans laquelle il appelle les Ivoiriens à sortir de façon pacifique, portant les drapeaux de la Côte d'Ivoire, pour aller le 10 s'asseoir dans les maquis pour écouter les délibérations du Conseil constitutionnel. Si telle est l'information qu'on nous donne est vraie, est-ce que cela est suffisant pour interpeller ce jeune homme-là dans ces conditions? On ne peut pas continuer de martyriser le peuple. On ne peut pas continuer de vouloir faire taire tout le monde. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la mythologie grecque les dinosophes, c'est-à-dire les dieux, le dieu du vin et de la joie, qui ne vit que des dithyrambes, dont le mot dithyrambique, il faut lui dire toujours chanter la gloire pour lui. Quand on ne chante pas la gloire, il se fâche. On ne peut pas continuer dans une république avec ça. On ne peut pas continuer. Vous n'allez pas pouvoir arrêter tous les Ivoiriens qui ne sont pas contents. C'est pratiquement plus de la moitié de la Côte d'Ivoire. Au moins, si vous n'avez pas de solution à leur apporter, laissez-les au moins exprimer leur désaccord. C'est le fondement de la République et de la démocratie. Le président Laurent Gbagbo dit ceci: il n'y aurait pas de démocratie si tout le monde était d'accord. La base fondamentale de la démocratie, c'est le désaccord. J'irai même plus loin, la République est fondée sur le principe du désaccord. C'est pourquoi on parle de contrat social. On ne peut pas tout le monde d'accord. Donc nous dénonçons cette énième arrestation qui dénote de l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Après Gala Colibri, après quel autre cyberactiviste. Mais laissez les gens s'exprimer dans ce pays. C'est leur droit. C'est leur droit et c'est constitutionnel. Chers amis, nous vous avons appelé pour vous délivrer la position du PPACI sur les candidatures à l'élection présidentielle. Position que nous avons exprimée par écrit
au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je vais lire intégralement le texte parce que le moment l'impose. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, une fois encore, à la veille d'une autre élection présidentielle. Comme à son habitude, notre pays convie tous les vieux démons dont il a du mal à se débarrasser à perturber la paix sociale pendant la période électorale qui s'ouvre. L'inquiétude gagne tout le monde. Et cela relève du bon sens. Toute personne dotée d'un minimum de conscience ne peut garder la quiétude devant la volonté résolue du RHDP et de son président de réunir toutes les conditions d'une déflagration sociale dans l'unique but de conserver, vaille que vaille, quel qu'en soit le prix pour nos concitoyens et la sous-région, le pouvoir d'État. Le PPAC et son président, son excellent le président Laurent Gbagbo, qui refuse de se rendre complice de quelque manière que ce soit de cette entreprise périleuse, n'ont eu de cesse d'interpeller le gouvernement et les chefs de l'État sur la nécessité de créer les conditions d'une élection paisible parce que bénéficiant de toutes les caractéristiques d'une élection démocratique qui exclut l'arbitraire. À cet effet, notre parti s'est prêté à tous les exercices qui sont de nature à prévenir le retour vers un passé sombre très récent de l'histoire de notre pays. Pour rappel, sur instruction de son président, notre parti a participé activement à la 5e phase du dialogue politique dont les résolutions étaient censées raffermir la réconciliation nationale en évacuant toutes les questions qui sont potentiellement porteuses de germes conflictogènes. Lorsque le PPAC a relevé que des recommandations importantes de ce dialogue n'avaient pas été implémentées par le gouvernement, il a pris l'initiative de relancer le dialogue en adressant le 15 mars 2024 un courrier au Premier ministre, chef de gouvernement. Dans ce courrier, le PPAC sollicitait une audience auprès du Premier ministre à l'effet de lui soumettre de rechef la question de l'inscription du nom de son excellent le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. N'ayant reçu aucune réponse de ce premier courrier, notre parti a adressé au Premier ministre un second courrier de relance le 12 avril 2024. Jusqu'à ce jour, le PPAC n'a reçu la moindre réponse du chef du gouvernement. Même pas par courtoisie, comme cela se fait dans une administration qui se respecte. Parce que dans un État, quand un citoyen vous écrit, quelle que soit la hauteur de votre fonction, dans une république, vous avez le devoir de lui répondre. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Même pas un courrier d'accusé de réception. Fidèle à la ligne politique de son fondateur et malgré le mépris intolérable que le gouvernement affiche à notre endroit, notre parti continue toujours de privilégier la recherche permanente des solutions pacifiques aux problèmes politiques. C'est dans cette logique que le PPAC a déposé, le dimanche 31 août, ses observations écrites au Conseil constitutionnel relativement à l'élection présidentielle. Ces observations portent essentiellement sur deux points. L'illégalité de la candidature de M. Ouattara, Alassane, président de la République sortant pour un 4e mandat.
Deuxième point, la légalité irréprochable de la candidature du président Laurent Gbagbo. De l'illégalité de la candidature du président sortant. Ce sont des arguments que nous tirons, tout notre argumentaire repose sur le droit. On saisit le Conseil constitutionnel en s'appuyant sur les éléments de droit. Et ce sont ces éléments de droit que nous allons relever, qui sont non attaquables. Selon les articles 55 et 183 de la Constitution, je voudrais dire notre position, la position de PPACI, repose essentiellement sur deux articles, qui sont les articles 55 et 183 de la Constitution. Pour mémoire, la Constitution ivoirienne dispose en son article 55, alinéa 1er, que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. L'article 183, quant à lui, énonce clairement ce qu'on appelle les dispositions finales de chaque d'une loi ou transitoire, que la législation actuelle en vigueur, c'est-à-dire au moment où on prenait la loi de la Constitution de 2016, la législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Or, il est constant qu'en la matière de l'élection du président de la République, la Constitution de 2000, qui était en vigueur au moment de l'avènement de l'actuelle Constitution 2016, disposait en son article 35, alinéa 1er, que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. L'on relève donc une identité parfaite entre l'article 35 de la Constitution de 2000 et l'article 55 de celle de 2016, tant au niveau des modalités de scrutin universel direct, que de la durée du mandat, 5 ans. Il n'y a donc pas de conflit entre les deux constitutions en cette matière. Or, au moment où la nouvelle constitution était adoptée, M. Ouattara était déjà en cours d'un deuxième mandat. Ce deuxième mandat était le dernier au terme de l'article 35 de la Constitution de 2000, dont les effets sont prolongés par l'article 55 de la Constitution 2016, en ce qu'il n'y a pas de conflit entre les deux dispositions constitutionnelles. Dès lors, M. Ouattara ne peut pas revendiquer le bénéfice d'une disposition de la Constitution de 2016 qui lui serait favorable par rapport à celle de 2000 pour briguer un autre mandat au-delà du second mandat qui a pris fin en 2020. J'explique ça de façon terre à terre pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Lorsqu'on élabore une loi, on tient compte de l'existant. Et on dit, toujours vers la fin, nous allons prendre des dispositions pour régler un certain nombre de situations. Et généralement, ce sont ce qu'on appelle les décisions finales ou transitoires. Et ici, la loi a dit, la Constitution, en son article 183, que la nouvelle Constitution, les anciennes dispositions dont l'État est court, qui régit des situations en cours, restent valables tant que ces dispositions ne sont pas en conflit avec les nouvelles dispositions. Or, nous avons lu les deux articles. Ce n'est même pas à interpréter, puisqu'ils sont écrits de la même façon, avec les mêmes virgules. Donc, le scrutin par lequel les modalités du scrutin, la forme du scrutin par lequel a été élu M. Ouattara
n'a pas changé. Le mandat n'a pas changé. Donc, il n'y a aucun conflit entre les deux. Donc, on ne peut revendiquer, à la limite, si la nouvelle loi donnait un bénéfice plus grand à M. Ouattara que l'ancienne loi, on aurait compris qu'il puisse en revendiquer le bénéfice. Mais les deux textes sont identiques. Donc, il n'y a aucune raison qu'on nous parle d'une multitude de mandats. Il en va de même de l'argument totalement inopérant d'un 4e mandat, justifié par un 3e que lui aurait concédé le Conseil constitutionnel. En effet, le cumul de 2 légalités ne confère nullement la légalité. Ce n'est pas parce que tu es dans l'illégalité que tu cumules l'illégalité, que les 2 inégalités donnent quelque chose de la légalité. Dans quel sens? 1 moins plus 1 moins, ça fait 2 moins, ça fait moins. Ça, on nous a appris ça, au moins c'est en mathématiques. On ne peut pas, sinon autrement, il n'y aurait pas la récidive. Or, chaque tentative, la 2e tentative de contourner une loi se nomme la récidive. Il n'y a aucune loi qui est récidiviste. Or, la récidive ne confère nullement la légalité. Au contraire, elle renforce la faute. Donc, pour le PPACI, la candidature du président Ouattara est absolument illégale. Juste pour rappeler qu'en 2010, M. Ouattara avait été candidat à titre exceptionnel pour une seule candidature. Le président Laurent Gbagbo avait pris une mesure constitutionnelle exceptionnelle, l'article 48, pour contourner l'insurmontable obstacle constitutionnel qui empêchait M. Ouattara d'être éligible. C'était le gain de la rébellion. Donc, le chef de l'État actuel a été autorisé de façon exceptionnelle pour être candidat en 2010. Et cette question, d'ailleurs, va être le point d'achoppement entre lui et le président du Conseil constitutionnel d'alors, le professeur Vaudier, qui l'exprime de façon claire dans son livre Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel 2010-2015. Et quand vous prenez ce livre, allez-y à la page 123 et 124, vous allez voir que le point d'achoppement, parce que Vaudier, pour ceux qui le connaissent, on peut tout lui reprocher, bon, c'est vrai, mais il reste pour nous, au moins, on est obligé de le reconnaître et mettre une lumière pour nous. Et il a clairement dit, je ne peux pas, président, si vous ne changez pas la Constitution, je ne peux pas vous autoriser à concourir. C'est lui qui le dit dans son livre. Donc, le président du Conseil constitutionnel, déjà en 2015, entrevoyait l'incapacité de M. Ouattara à briguer une autre candidature en 2020. En 2015, oui, 2015. En 2015, sans les révisions de la Constitution. Mais en 2015, quand M. Vaudier a été contraint à la démission, le nouveau président du Conseil constitutionnel s'appelait Koné Mamadou, qui est arrivé, il faut le dire les choses, ça aussi parfois ça nous échappe, il est arrivé dans les arcanes du pouvoir par le bénéfice de la rébellion. Donc paradoxalement, c'est à quelqu'un qui a combattu l'ordre constitutionnel de la Côte d'Ivoire à qui on a donné le droit, le pouvoir de veiller à la Constitution.
quel paradoxe. Quel paradoxe. Alors il avait jugé, lui, que la candidature du président Ouattara en 2015 était une candidature dérivée. C'est-à-dire tout simplement, je ne regarde pas la Constitution, comme vous êtes président, par dérivation, vous pouvez être candidat. Voilà. Voilà. Bien que cette candidature viole et la Constitution et une décision de la Cour suprême qui avait été prononcée en son temps lorsque la Cour suprême était présidée par le magistrat Tiakone. En 2020, le candidat du RHDP a fait un passage en force au prix de plusieurs pertes en vie humaine, dont certaines étaient franchement horribles et indignes de notre pays. Fort de ce succès, il entend utiliser le même mode opératoire pour un 4e mandat. Le PPACI s'oppose et s'opposera par tous les moyens légaux et pacifiques à ce 4e mandat. Pour ce faire, il attire l'attention du Conseil constitutionnel sur sa responsabilité devant l'histoire, car tout pouvoir passe, mais rarement avec toutes les personnes qui l'ont animé. Tout pouvoir passe, mais rarement avec toutes les personnes qui l'ont animé. Il est donc de sa responsabilité, donc je parle du Conseil constitutionnel, d'éviter à la Côte d'Ivoire une autre page sombre de son histoire à cause d'une élection. Surtout qu'en l'occurrence, qu'en la circonstance, le RHDP et son président demandent une capitulation pure et simple de ses principaux adversaires, dont le président Laurent Gbagbo. Le PPACI s'y oppose et l'a signifié au Conseil constitutionnel avec des arguments de droit. Ce sera le deuxième point de la candidature légale du président Laurent Gbagbo. Le PPACI a dûment investi le président Laurent Gbagbo pour être son candidat à l'élection présidentielle en 2025. Cette investiture a eu lieu pendant la convention du parti convoquée le 10 mai 2024. En application de cette résolution de la convention, la candidature du président Laurent Gbagbo a été déposée à la CEI le lundi 25 août 2025, soit un jour avant l'expiration du délai de candidature, de dépôt de candidature annoncé par la CEI. Depuis lors, l'on entend ici et là divers commentaires sur la légalité de cette candidature. Certains esprits malsains la qualifient même de défiance vis-à-vis des institutions de l'État. En réponse, le PPACI tient à faire les précisions suivantes, aussi bien en ce qui concerne la légalité de la candidature du président Laurent Gbagbo que de sa portée politique. En ce qui concerne la légalité de la candidature du PPACI, du candidat du PPACI, les arguments de droit solides qui soutiennent celle-ci tiennent pour l'essentiel des dispositions de la Constitution et des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles, il convient de se référer encore à l'article 55 de la Constitution. Cet article énumère en son alinéa 3 les conditions requises pour être candidat. Il est ainsi inscrit ou écrit que le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Article 55, alinéa 3. Nous allons prendre ces conditions pour voir est-ce que le président Laurent Gbagbo ne les remplit pas.
Nous rappelons que la Constitution est la norme suprême dans une république. C'est la fondation de la République, de l'État. Donc, aucune disposition infraconstitutionnelle ne peut venir contredire ou prendre à défaut les dispositions d'une Constitution. Cette précision est détail. Le président Laurent Gbagbo est né en 1945. Tous ceux qui savent faire les calculs savent qu'il dépasse 35 ans. Donc, il remplit la condition liée à l'âge. Même si vous faites la soustraction, vous n'aurez pas 35 ans. Le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. J'insiste, je répète, je l'ai déjà dit ici, le président Laurent Gbagbo jouit de l'entièreté de ses droits civils et politiques. Aucun acte ou décision judiciaire portant déchéance de ses droits civiques et politiques ne lui a été signifié. On ne lui a jamais signifié un tel acte. La décision qui circule dans les réseaux sociaux, mais qui ne lui a jamais été adressée, signifiée à l'intéressé lui-même, se rapportant à cette soi-disant condamnation, émanant du reste d'une juridiction totalement incompétente pour juger le président de la République, quel que soit le statut qu'on lui donnait à ce moment-là, qu'il lui considérait comme étant, que cette cour lui considérait comme étant ancien président de la République au moment des faits ou ancien président, elle n'a respecté aucune des dispositions qui encadrent les poursuites du président Laurent Gbagbo. Et cette décision que j'appelle rumeur, parce que vous prenez une décision, vous ne la portez pas à la connaissance de quelqu'un, on va supposer que sur cette décision rumeur, la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on a une décision judiciaire qui relève des rumeurs et qui porte atteinte aux droits de quelqu'un, ne comporte aucune mention relative à une quelconque déchéance de ses droits civiques et politiques. Je rappelle que lorsque le juge prononce une condamnation, il n'est pas obligé de prononcer, même quand la loi le prévoit, de prononcer les déchéances. Ce qu'on appelle les peines complémentaires. Et comme ce sont des peines exceptionnelles, en droit, toute exception s'exprime de façon claire. Donc, sur cette fameuse condamnation qui relève des réseaux sociaux, nulle part le juge n'a prononcé la déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Nulle part. Dès lors, il remplit la deuxième condition fixée par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Au demeurant, des actes que le président Laurent Gbagbo pose tous les jours démontrent que le gouvernement est conscient qu'il n'a jamais été déchu. Et nous prenons par exemple l'article 8 de la loi 93-668 du 9 août 1993 relative au Parlement et aux partis et aux groupements politiques. Cet article dit ceci: les membres fondateurs et les dirigeants des partis et groupements politiques doivent être de nationalité ivoirienne et jouir de leurs droits politiques et civiques. Le président Laurent Gbagbo est notre président au PPACI. Il agit ex qualité et est notoirement connu comme tel. Donc, on ne peut pas
jouir des droits civiques et politiques pour une situation et en être privé pour une autre. Le président Laurent Gbagbo est le président du PPAC. Quant aux engagements internationaux, il se rapporte à la dernière note du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a été signifiée aux autorités ivoiriennes. L'on se rappelle que le 21 juillet 2025, le président Laurent Gbagbo a saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour contester les actes attentatoires à ses droits politiques que le gouvernement pose à son encontre, en se basant notamment sur une prétendue condamnation liée à l'affaire de la BCEAO. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus, sur l'histoire de la BCEAO, et c'était la dernière fois. Peut-être il y a une tribune, on en a parlé, mais c'est passé, les gens n'ont pas fait attention. Je rappelle que non seulement la BCEAO, tout le monde sait, ne s'est jamais porté plainte, elle n'était pas considérée partie civile, mais mieux, l'annexe fiscale cette année, la loi de finances de la gestion de cette année, écrit de façon claire et nette que les dépenses engagées pendant cette période-là, de décembre 2010 à mars 2011, sont des dépenses de salaire régulièrement passées et demandent au Trésor de les comptabiliser comme telles. C'était le commentaire que je voulais faire. Donc le gouvernement ivoirien reconnaît, affirme solennellement, par un texte de loi, qu'il s'agit de dépenses régulières de l'État, dont le président Laurent Gbagbo n'a jamais volé. Et quand je le dis, je le pense aussi pour moi, je suis heureux, je n'ai jamais volé. En réponse donc à la requête du président Laurent Gbagbo, le 20 août dernier, le comité a demandé à l'État de garantir l'exercice, à l'État ivoirien, effectif de ses droits, des droits du président Laurent Gbagbo, conformément à l'article 25 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques. S'il est constant que les mesures provisoires demandées par le requérant ont été rejetées par le comité, il n'en demeure pas moins que le comité a expressément demandé à l'État ivoirien de veiller au respect des droits politiques et civils du président Laurent Gbagbo. En d'autres termes, l'État a une obligation de résultat tout en conservant le libre arbitrage des moyens à mettre en œuvre pour arriver à ce résultat qui consiste au respect des droits politiques du président Laurent Gbagbo. Et l'un de ses droits, c'est de participer à l'élection de 2025. Je voulais faire un petit commentaire là-dessus, parce qu'on entend beaucoup de choses. Lorsque nous avons saisi le conseil, le comité, nous avons demandé quelque chose de façon précise. On a demandé que le président Laurent Gbagbo, ses droits sont violés de façon constante. Et qu'en ce qui concerne l'élection présidentielle, nous avons demandé un certain nombre de mesures dont qu'on écrit son nom sur la liste électorale. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce qu'on appelle les mesures provisoires que nous avons demandées. La Cour dit, moi je ne mets même pas dans le comité dit non, moi je n'ai pas un problème avec ça. Je ne vais pas obliger l'État à choisir par quelle voie il va corriger cette injustice. Moi, mon problème, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, quelles qu'en soient les modalités, mais le résultat final doit être le même, préserver les intérêts, les droits politiques du président Laurent Gbagbo. En d'autres termes, la Cour est allée plus loin que nous. C'est vrai qu'elle n'a pas fait d'injonction sur les éléments précis que nous avons demandés. Mais nous, quels qu'en soient ces éléments, l'objectif, c'était d'arriver à ce résultat-là. Donc, j'entends dire, on a rejeté les mesures, les demandes de mesures provisoires qu'on a demandées. Oui, mais ça ne change rien sur le fond
de la décision du comité des droits de l'homme, qui dit, ok, vous m'avez demandé un certain nombre de choses, je ne le fais pas, mais vous, l'État, je vous laisse le libre arbitrage. Faites ce que vous voulez. Mais, conformément à votre engagement, l'article 25, il faut que vous arriviez à respecter les droits du président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Elle est abyssale. Donc, c'est une recommandation qui pèse sur l'État de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il en est conscient. C'est pourquoi leur avocat était sorti de façon oubliette là pour dire des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Parce que ça, c'est la réalité. En tout état de cause, l'État ivoirien ne peut se soustraire de cette demande du Comité des droits de l'homme sans se mettre au banc de la communauté internationale ni violer la Constitution ivoirienne. Et à ces propos, il faut interroger l'article 123 de la Constitution ivoirienne qui consacre la primauté des accords et traités internationaux sur les lois internes. C'est d'ailleurs l'argument avancé par le Conseil constitutionnel en 2011 pour donner une notion constitutionnelle au pouvoir de M. Ouattara. Vous vous rappelez bien que lorsque le Conseil constitutionnel s'est réuni pour se dédire en violation de la Constitution, l'argument qu'ils ont avancé pour se couvrir dit, comme l'Union africaine avait dit ça, donc, et que ces recommandations sont supraconstitutionnelles, donc elles sont au-dessus des lois ivoiriennes, au-dessus des lois ivoiriennes, nous nous donnons donc le droit de violer l'article 97 qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Et c'est sur la base d'une recommandation de l'Union africaine que M. Ouattara a eu sa première onction constitutionnelle en violation de la Constitution. Donc la jurisprudence, elle est là. Le Conseil constitutionnel ne peut pas échapper à sa propre jurisprudence. Et donc, que ce soit du point de vue du droit interne que du droit international, la candidature du président Laurent Gbagbo ne souffre d'aucune source d'illégalité. Nulle part on a écrit que pour être précandidat, il faut être inscrit sur la liste électorale. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution n'a jamais dit ça. La Constitution a donné des éléments. Tout au plus, une loi peut venir expliquer, mais elle ne peut pas venir ajouter une charge sur la tête des candidats que la Constitution n'a pas prévue. Et toutes ces dispositions, notamment la note du Comité des droits de l'homme de l'ONU, donnent une envergure encore plus importante à la portée politique de la candidature du président Laurent Gbagbo. Quelle est cette portée politique? L'une des citations les plus connues de celui qui apparaît comme l'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme, des droits civiques, Martin Luther King, est la suivante. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. Ce sur quoi ajoute l'archevêque anglican sud-africain, ajoute que si vous êtes neutre face à l'injustice, vous avez choisi le camp de l'injustice. Donc devant une situation injuste, il n'y a pas une position de neutralité. Il n'y a pas d'alternative devant une situation injuste. On la combat, on la combat, on la combat jusqu'à la fin.
Et tout système politique vicieux repose toujours sur des lois vicieuses. Soit on les subit, ces lois, ou on les combat. Il a fallu que Rosa Parks, une dame méconnue en ce moment, que personne ne connaissait, décida de ne pas se lever pour céder sa place à un homme blanc dans un bus, pourtant régi par la loi sur la ségrégation raciale, parce que les gens pensent que c'était des lois votées par le Parlement américain, qui opérait une distinction selon la race, une distinction des droits selon la race. Et cette dame noire a refusé de se lever. Et son refus a donné un écho plus important à la lutte des droits des Noirs aux États-Unis. L'apartheid aux États-Unis, en Afrique du Sud, elle était fondée sur des lois qui opéraient effectivement une hiérarchie dans la citoyenneté américaine, sud-africaine. L'apartheid, ça veut dire le mot, c'est le mot bourg, qui veut dire tout simplement séparation. Ce sont les résistants. Ce sont les résistants noirs américains et d'autres, parce que ce n'est pas tous des noirs sud-africains, et d'autres, y compris des blancs, des indiens et autres, qui ont combattu ces lois-là pour que nous en arrivions à ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui. Tout près de nous, on n'en parle pas souvent. La colonisation était aussi fondée sur des lois. L'on d'ailleurs une des lois continue ici, d'ailleurs, l'immatriculation, l'accaparement des terres. Elle était fondée sur des lois. Il a fallu que les Houphouët-Boigny et autres disent non pour qu'on parle d'indépendance. Chaque fois que l'on refuse l'arbitraire et l'injustice, l'humanité fait un pas de plus vers son idéal. Un peu chaud. On en a deux, non? On a, c'est pas suffisant. Hein? Voilà. Je répète, chaque fois que l'on refuse l'arbitraire et l'injustice, l'humanité fait un pas de plus vers son idéal. Or, le président Laurent Gbagbo est reconnu pour être un combattant inlassable, depuis sa tendre jeunesse, des situations injustes. Son courage et sa détermination ont réouvert l'accès au droit de vote multipartiste en Côte d'Ivoire. Lui qui a tout donné pour ce droit fondamental dans une république ne peut accepter d'en être arbitrairement privé. Sa candidature s'inscrit dans la logique de son combat politique, respectueux des valeurs républicaines. Il a essayé toutes les voies du dialogue. Malheureusement, ces styles ont été hermétiquement fermés par le régime, parfois avec un mépris consommé, comme l'ignorance totale accordée à ces deux demandes d'audience. En fait, le régime attend de nous, du président Laurent Gbagbo et de nous, une simple capitulation. Avec en prime de capitulation, que le président Laurent Gbagbo reconnaisse son état de braqueur de banque. C'est-à-dire, on s'était, ils sont forts, nous on s'était, et puis bon, ils font tout ce qu'ils veulent, et dit bon, voilà.
Comme ça, c'est qu'ils appellent la paix. Donc, tout le monde en paix. Et non, nous, on est voleurs, on n'a qu'à accepter d'être voleurs. Le PPACI refuse la capitulation devant l'arbitraire. Le PPACI s'oppose à cette haute humiliation de son président. S'il est vrai que le président Laurent Gbagbo occupe le poste avant-gardiste, la position avant-gardiste dans ce combat, il n'en demeure pas moins vrai que ce combat est l'affaire de toutes et de tous. Le président Laurent Gbagbo a clairement parlé à Port-Boué le 7 juin 2025. Il a surtout parlé le 16 août dernier à Yopougon. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Le RHDP, comptant sur les forces de la République qu'il croit avoir privatisées, veut opérer un passage en force pour s'imposer, confirmant ainsi qu'il détient sa légitimité que des armes. Nous devons nous y opposer, sans armes ni violence, mais avec la détermination qui fait reculer même les montagnes. En utilisant tous les leviers démocratiques qui s'offrent à nous. C'est une responsabilité collective qui dépasse la seule personne du président Laurent Gbagbo et celle des seuls militants du PPACI. Le régime ne peut ignorer le message envoyé par la marche du 9 août dernier, tout comme celui du meeting du 16 août 2025. Il ne peut continuer de piétiner la constitution ivoirienne. Il ne peut non plus ignorer l'appel de la communauté internationale exprimé par le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Seule notre mobilisation, pacifique mais déterminée, doit pouvoir arrêter cette chevauchée solitaire du RHDP qui est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Le RHDP ne nous laisse aucun autre choix que d'aller au combat politique, à l'affrontement politique. Sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement dans l'intérêt primordial de la nation. Nous avons tout fait pour éviter la confrontation, pour éviter le combat. Mais puisque cette confrontation s'impose à nous, alors menons-la alors au nom de la justice, de la République et de la démocratie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et la préserve de toute forme d'adoration de l'injustice. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre attention. Oui, Live TV. Ok, ma question est la suivante. Le candidat Laurent Gbagbo a déposé sa candidature à CEI et le Conseil constitutionnel a pris. Et ils sont en train d'analyser. Tout le monde, tout Ivoirien est conscient qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, sa candidature ne sera pas validée. Et si jamais elle n'est pas validée, qu'est-ce que le PPACI compte faire? Oui, Julia Guggenheim. C'est bon. Je suis Julia Guggenheim pour France 24. Je voulais savoir comment est-ce que vous analysez, déjà qu'est-ce que vous savez de l'arrestation de Ziggy Ibrahim et comment est-ce que vous analysez cet événement, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Yannick Bayard, pour la voix originale. Dans vos propos liminaires, vous avez déclaré avoir écrit le dimanche 31 août dernier au Conseil constitutionnel pour deux raisons majeures. Primo, l'illégalité flagrante de la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Secondo, la légalité incontestable de la candidature du président Laurent Gbagbo. Mais, monsieur le ministre, au-delà de ces deux points que vous soulevez, il existe deux faits sur lesquels
il serait peut-être urgent que vous vous prononciez sans détour. Premier fait, lors de la publication de la liste provisoire des candidatures par le Conseil constitutionnel, une anomalie a sauté aux yeux. Ça concerne la date de naissance du président Laurent Gbagbo. C'est écrit 1er janvier 1945. Or, il est de notoriété publique, et l'histoire l'atteste, que le leader du PPACI est né le 31 mai 1945. En tapant sur Google, le moteur de recherche, c'est écrit aussi 31 mai 1945. Ce fait a alimenté une campagne insidieuse parce que des individus sur des plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux ont osé affirmer que les documents déposés par le président Laurent Gbagbo, il était mentionné né vers 1945, ce qui justifiait la mention 010145. Quel est votre commentaire face à cela? Deuxième fait, très rapidement, il s'agissait de la candidate du MGC, Mme Simone Eivé. Une autre mention interpelle. Sur la liste provisoire du Conseil constitutionnel, il est écrit noir sur blanc. Et je cite, Mme Eivé Simone, épouse Gbagbo. Il est encore de l'autorité publique que le président Laurent Gbagbo a divorcé de cette dernière le 29 juillet 2023 et s'est remarié le 8 août 2024. Monsieur le ministre, sans détour, votre commentaire. Merci. Vous avez dit dans votre propos liminaire que le PPACI se donnera tous les moyens légaux pour aller à la confrontation politique. Légaux, tous les moyens légaux, c'est ce que j'ai dit. Et c'est clair, on comprend donc que vous entendez être encadré par la loi, vous ne voulez pas être en confrontation avec la loi dans ce combat-là. Mais dans la chute de votre propos, vous avez dit aussi que dans peu de temps, on vous donnera des mots d'ordre précis. Et vous ne craignez pas d'être inquiété, et vous ne craignez pas que ces propos prêtent à confusion quand vous dites qu'on vous donnera un mot d'ordre bien précis. C'est ma question qui est là. Merci. Alerte Info. Tout à l'heure, Alerte Info. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'activiste qui a été arrêté. Dans vos propos depuis le début, vous ne faites que dire que vous voulez la paix, vous voulez la paix, vous voulez la paix. Mais quelqu'un qui attise quelque part à la violence et vous sous-entendez que ces propos ne sont pas à caractériser dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas quelque part une manière d'encourager cette violence-là? Ma deuxième question. Ok, d'accord. Vous parlez de paix. Oui. Alors qu'on se retrouve avec un activiste qui incite les gens à la violence. Quel activiste? Lui qui a été arrêté hier. Ah bon, ok. Vous avez la vidéo? Oui, on a vu ça. Je ne fais que parler de revendication. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'il propose concrètement à la Côte d'Ivoire. Moi, c'est dans nos pays. Je suis là pour le canal de Chéné. Ma question... s'il vous plaît. Relative à l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis du régime ivoirien. Vous avez rappelé l'apartheid qui était basé sur un système unique. Mais ça a été combattu par la communauté internationale. Vous avez aussi rappelé la ségrégation raciale. Ça a été combattu par la communauté internationale. Vous avez dit que le système ivoirien repose aussi sur un système aberrant. Mais on n'attend pas la communauté internationale, on n'attend pas la voix de la communauté internationale vis-à-vis de ce système, avec tout ce que nous constatons en Côte d'Ivoire comme dérive. Quel commentaire faites-vous de cette attitude? Merci. Le gouvernement n'en parle plus. Pendant 4 ans, pendant 4 ans, il est 5 ans. De 2020 à 2017, il y avait une décision dans cette cour avec des injonctions claires qui n'ont pas été respectées par le gouvernement qui avait dit bon, d'ailleurs, moi je m'en vais, moi fatigué, moi je m'en vais. Comme un enfant battu, je joue avec toi, je ne sais pas mon âge, je m'en vais.
même qui pendant 5 ans a posé des effets de droit qui n'ont jamais été respectés. Et la Cour elle-même, elle ne s'est jamais inquiétée pour ça. Donc, la Cour, pour moi, elle est décréditée. Mais bon, on va parler d'une affaire de décrédité. Donc, par ailleurs, dans les normes internationales, l'ONU est au-dessus de l'Union africaine. Ben, comme on n'a pas le droit, on a servi une cour qui a pris des décisions qui n'ont jamais été respectées, parce qu'on s'est dit, bon, le gouvernement doit mépris l'Union africaine. On s'est dit, au moins, il aura le respect pour l'ONU. Donc, on s'est dit, c'est notre droit. Donc, on n'est pas content dans une juridiction, on s'en fait une autre. Donc, ça ne pose aucun problème. On a fait que c'est notre droit. Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui très souvent, nous les intellectuels, nous confondons les confusions parce que nous ne faisons pas beaucoup de recherches. Guéry Robert a fait un coup d'État ici. Il n'était pas président de la République. Il n'était pas élu. Encore on a fait un coup d'État. Mais on a négocié avec lui, c'est lui qui a fait la constitution de 2000. C'est pas parce qu'il n'était pas président de la République que la constitution de 2000 n'était pas juste. Il faut faire la part des choses. Quel que soit le statut, que ce soit le pouvoir de fait ou le pouvoir de droit, quand nous faisons la politique, à partir de celui qui détient le pouvoir effectif, c'est avec lui qu'on négocie. Ça ne veut dire absolument rien dire en termes de légitimation ou autre. Sinon, on n'aurait jamais la constitution de 2000. Pourtant, cette constitution, c'est elle qui a permis à Ouattara d'être là où il était. Donc, le fait de négocier avec Ouattara pour le retour dans le Congo, oui, pas celui qui était là, il était là, à cette période-là, le pouvoir effectif, ça ne veut absolument rien dire en termes d'une représentation constitutionnelle ou alors d'une fonction constitutionnelle que nous avons donnée du fait que nous avons tiré tous aussi les leçons, les conséquences de cette situation que nous avons avec. Alors, quelqu'un dit ici, chez notre ami de l'Activité, que tous les Ivoiriens croient que la candidature de l'homme n'est pas pareil. Bon, moi, je ne suis pas ivoirien. Parce que moi, je pense que le contexte constitutionnel n'a aucune autre possibilité que de valider la candidature de l'homme. Il n'y a donc aucune autre possibilité. On sait donner tous les éléments de droit. Alors, si vous le dites, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec nous, qu'on n'est plus dans l'état de droit. Parce que tous les éléments de droit qu'on vient de vous les donner. Donc, nous ne sommes pas dans ça. On ne préjuge pas de la mauvaise foi des gens. Au PPACI, nous préjugeons toujours de la bonne foi. C'est pourquoi nous agissons conformément à la loi, en espérant que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi vont l'appliquer de bonne foi. C'est quand tu nous demandes que tu n'es pas de bonne foi, nous tirons les leçons, nous aussi, de ce que nous avons fait de nous quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. S'il n'est pas validé, qu'est-ce que nous ferons? Je crois que la conclusion est assez claire là-dessus. Chers amis, nous avons été clairs. Nous avons été clairs. Pour personne dans ce pays ne peut nous faire le procès de la violence ici en Côte d'Ivoire pour placer. Nous sommes des victimes de la violence depuis notre bataille. Ils sont assis. Ceux qui n'ont pas fait les présidents ici, on devait les mains. Nous sommes tous des anciens prisonniers. On ne le fait pas parce que nous voulons absolument le pouvoir. Le président de l'Union n'a pas accepté ce supplice parce qu'il veut absolument le pouvoir. Il a fait que vous ayez le droit un jour de faire aujourd'hui de poser une question à une autre personne qui peut donner une opinion contraire à ce qui se disait en son temps. C'est-à-dire à un niveau de supplice là. Juste à l'envoyer là où personne ne pensait qu'on pouvait envoyer un Africain pour envoyer un autre Africain là. Il est venu. Nous sommes des gens de la lutte. Nous sommes le fruit du combat politique. Nous n'avons jamais rien eu gratuitement.
Nous l'avons. La date de naissance. Alors officiellement, sur les documents officiels du président Laurent Gbagbo, il est né le 1er janvier 1945. Les documents officiels du président Laurent Gbagbo. Ça, il n'y a pas de là-dessus. Ok? Voilà. Il n'est pas né. Non, je rappelle que les documents officiels du président Laurent Gbagbo, sur son extrait récent du président Laurent Gbagbo, on a eu le même problème en 2010. D'ailleurs, on a fait, je sais, le document officiel. En tout cas, c'est quoi? Bragayo, c'est je vous là-bas. La toute de Bragayo qui a établi, où il a établi son extrait de naissance, a mis dessus qu'il est né le 1er janvier 1945. Il y a eu certainement une erreur, il n'a pas voulu faire un acte d'individualité, il a vécu avec, il n'est pas nouveau, sur tous ces diplômes, c'est mis là-dessus. Voilà. Ça arrive, il y a des situations comme ça où on met l'État qui fait une erreur, la personne s'en accommode et puis elle vit avec, on appelle besoin de faire un acte d'individualité. Il est effectivement né le 31 mai 1945, mais à l'état civil, quand il a établi l'état civil, je ne sais pas si vous le répétez, là vous avez un problème, il a l'état civil, il a un problème, je ne sais pas si vous avez un problème, il a écrit le 1er janvier 1945. Le monsieur est allé à l'école avec, il a fait ses diplômes à l'école avec. Ce n'est pas maintenant qu'il va changer. Voilà, parce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une erreur. En fait, de son fait, il subit une erreur et il vit avec. Ok? Parce que pour lui faire une acte d'individualité, il faut prendre le diplôme, et tout ça. À part qu'à 80 ans, alors, nous ne savons pas quels sont les éléments constitutifs du dossier de la candidate Simone Peigné. Nous supposons que le Conseil constitutionnel elle a dû verser au soutien de son dossier une autorisation soit du président de Laurent lui-même, soit d'une décision judiciaire qui l'autorise à garder le nom. Ce sont les deux conditions. Dans le cadre d'un vote qui a eu des votes dans le pays, il ne fait qu'appeler la loi. La loi dit ceci de façon simple que la femme, le principe, parce que une disposition légale est un principe de plus exceptionnel. Le principe, la femme en Côte d'Ivoire, quand elle divorce, elle perd automatiquement le bénéfice du nom de son époux. Exceptionnellement, elle peut demander à son époux, à son ancien époux, de garder le nom s'il est établi que le changement de nom lui causerait un préjudice. J'explique simplement. La femme de s'appelle dans notre milieu, elle est pharmacienne. Si sa pharmacie s'appelait pharmacie Danon, ou Danon, et qu'effectivement, vous venez changer le nom pour dire, comme élément, c'est pas le bon élément, on n'a pas qu'à faire ça. Il n'a pas qu'à faire ça. Mais, de façon claire, elle peut dire non, si je change de nom, il y a un préjudice sur mon commerce. Il demande donc à son époux, je veux garder le nom pour ne pas que j'ai un préjudice. Son mari donne une autorisation express. Si celui-ci refuse, elle peut saisir le conseil, le juge, et le juge dans ces conditions, vu les arguments avancés, peut obliger son mari à lui concéder le nom par une décision judiciaire, elle continue de porter le nom de
son ancien mari. Nous supposons que le Conseil constitutionnel est à toutes les faits donnés. Ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Nous nous en tenons seulement à ce que la loi dit et nous avons rappelé ce que la loi dit. Je suppose que le président Gbagbo a dû donner un mot ou bien des choses qu'on n'en sait rien. Donc, mais que il appartient au Conseil constitutionnel de regarder dans son dossier et de décider en son réponse. J'ai envie de dire, le mot d'ordre, s'il n'y a pas. On vous a dit tout à l'heure, notre parti est organisé. Il y a nous, l'exécutif, le président exécutif est là, tout à l'heure, il a toute une structure, ils vont se réunir. Mais ce que nous disons est clair. Le président Gbagbo a donné les instructions claires le 16 août dernier. Lui, il a fait pour lui. Il a fait son travail. Le reste, ceux qui demandent de mettre ça en musique, c'est à nous que cela appartient. Ça dit que ça incombe. Et c'est comme on vous a dit que la direction du parti vous donnera des mots d'ordre clairs par rapport à ça. Si pour cela, alors tout à l'heure, avec l'info dit que le jeune homme a appelé, qui a été arrêté, a appelé à la chose. Madame, peut-être journaliste, elle est là. Je voulais voir. Je vous souhaite une très bonne carrière de journaliste. Vous avez essayé de faire cette carrière-là, elle est risquée. Mais ceux qui vous font courir le risque là, ils justifient ça toujours. Vous savez combien de personnes ont été tuées, journalistes ont été tués dans la bande de Gaza? Mais ceux qui les tuent disent que c'est parce qu'ils estiment que c'est des terroristes. Madame, quelles que soient les raisons, n'acceptez jamais qu'au nom de l'opinion, on arrête le vôtre. Quelles que soient les raisons, c'est un conseil pour vous. Parce que vous avez décidé d'être journaliste. Donc, d'avoir votre opinion. Et en Côte d'Ivoire, l'opinion peut être tout ce qu'on veut. Mais arrêter quelqu'un pour son opinion, c'est contraire à la Constitution. Voilà. N'acceptez jamais ça. Quelquefois, les bords que vous pouvez défendre. C'est qui nous unit sur la République. C'est qui nous unit sur la République. Et j'étais heureux que dès que je suis arrivé, les premiers journalistes qui m'ont abordé se sont inquiétés. Parce que j'ai dit c'est l'un et l'autre. Maintenant, qu'est-ce que le PPACI propose? Madame, nous sommes le seul parlement, je suis très jeune, mais depuis 1990, le président Gbagbo, chaque 5 ans, fait sortir un programme qui met à la disposition des douaniers. Je veux faire ça, 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 ça. Et je le fais. Voici, madame, le programme du gouvernement, du président du gouvernement. Dedans, il y a tout. Tout à l'heure, si vous voulez, vous allez vous en occuper. Il y a tout dedans. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on en finisse avec l'infantilisation du débat politique. Et qu'on aille à la politique au lieu de nous retenir par des choses inutiles. Si nous n'étions pas en train de nous battre pour des choses inutiles, parce que quelqu'un veut absolument garder le pouvoir, nous serions peut-être vos patrons en train de discuter de nos idées. Nous serions en train de faire ça, madame. C'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi nous continuons de nous battre dans ce pays-là. Pour que vous, quand de notre âge, vous ne connaissez pas ce qu'on nous fait. C'est qui a appelé à ce monsieur.
on est envoyé à la CPI à 65 ans, dans les pires conditions de la vie. C'est pour que vous soyez libres. Et qu'on fasse la politique autrement du pays. Sans la violence, rien que dans les échanges d'idées. Merci. Donc, j'ai l'habitude de dire, c'est mon professeur, c'est plus à l'ENA, qui disait tout ça. La diplomatie ne s'occupe jamais des centres froids. La diplomatie ne s'occupe pas des centres froids. Attendez, les gens ils ont l'Ukraine, ils ont Gaza, ils ont Trump qui est en train de partout les faire la reste, c'est dans nucléaire ou non. On ne sait pas à quel moment il va monter une tuyau. C'est toi qui as un problème. C'est la façon dont tu abordes ton problème que la communauté internationale vient. Si nous sommes assis et que pour nous, bon, nous capitulons, on met trop d'autres choses à faire. Quand on nous a élevé à refuser, les États-Unis sont allés où sont allés. Et le monde a dit attention, mais ce n'est pas de l'autre côté. C'est la même chose. Il a fallu que les hommes en ses camarades en prison dans les conditions. Parce que les droits sud-africains ont refusé l'inacceptable. Qui était légal. C'est pourquoi je vous dis tout ce qui est légal n'est pas juste. Tout ce qui est légal n'est pas juste. Parce que l'injustice dans les pays se construit toujours à partir des lois. Donc c'est légal. Mais ce n'est pas juste. C'est pas juste. Donc, sur la question de la communauté internationale, le comité des droits de l'homme a fait une recommandation très forte à l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons veiller à ce que l'État de Côte d'Ivoire assiste ça, c'est notre responsabilité. N'attendez pas la communauté internationale qui a déjà suffisamment de situations compliquées, de vivre dans une situation où elle se dit tout est normal. Si nous-mêmes admettons que tout est normal et que nous ne disons pas que tout n'est pas normal, ben eux ils diront que tout est normal là-bas. Donc c'est notre responsabilité, M. Dame. Voilà ce que je veux dire. Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, vous savez, nous avons décidé de faire la pratique. Et nous avons décidé de suivre quelqu'un qui incarne pour nous le grand ambassadeur. Au village, il s'appelle Laurent Gbagbo, né le 31 maman, qui coule du port de Marguerite, 14. C'est ce qu'il mène comme combat qui fait que nous sommes derrière lui. Parce que il nous a donné le goût du combat qui va au-delà de nos propres intérêts immédiats. Notre pays est à la croisée du chemin. Il faut que nous mettions fin à la violence et à la terreur politique dans ce pays. Nous n'avons pas d'armes et jamais nous n'en prendrons. Parce que ce pays nous est. Et jamais nous serons allés dans une telle aventure. Parce que pour nous, elle ne trouve pas toujours nos résultats. Nous appelons toujours à parler. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est parce que nous connaissons nos forces que nous souhaitons ne pas avoir à la déployer de cette façon. Le monde a vu, entier a vu la foule le 9 août dernier.
Le monde a vu la foule de 16 août dernier. C'est certainement peut-être moins que 10e de la foule mécontente de la Côte d'Ivoire. Nous demandons qu'une seule chose, que le régime RHDP écoute la voix étouffante, nous l'avons étouffé de ce monde. Parce qu'en réalité, il n'y a aucune force dans le public qui soit au-dessus de la volonté populaire. C'est un conseil que je vais donner. C'est un appel qu'on lance. C'est un conseil qu'on lance. La responsabilité de la paix relève Dieu. Mais la paix ne se fait pas toujours avec les armes. La paix avec les armes a des ennemis. Eux d'ici, et je vais terminer par là, nous leur disons que la paix avec les armes a atteint fermé en Côte d'Ivoire et le peuple leur a dit le 9 août et leur a dit le 7 août. Nous leur devons tout simplement en tirer toutes les leçons.